Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire PrefCamp dédié à la question de la prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Alors, je suis Élise Fossé-Lagozniak, chargée de mission à l'ARACT Île-de-France et je suis accompagnée aujourd'hui pour ce webinaire de Monsieur Bardin que je vais laisser se présenter. Donc bonjour, Cédric Bardin, je suis le directeur prévention pour la société Brand France. Monsieur Bardin nous confiera son témoignage d'entreprise en fin de webinaire. Et auparavant, pour vous donner un peu le programme de l'heure qui arrive. Donc, dans un premier temps, je vais définir ce que l'on entend par conduite addictive au travail et je vous donnerai quelques chiffres clés sur le sujet. On ne s'attardera pas trop longtemps sur cette question. On évoquera aussi les enjeux, en tout cas du point de vue du réseau Anactaract par rapport aux conduites addictives au travail. Et puis, je vous présenterai le projet PrefCamp que le réseau Anactaract propose pour cette année 2022, enfin pour les années 2022-2023. Et puis enfin, on écoutera Monsieur Bardin qui nous confiera son témoignage au sujet d'une démarche de prévention des conduites addictives qu'il a mis en œuvre dans l'entreprise Brand France. Et on gardera un temps pour les questions en fin de webinaire. On a prévu un quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Nous y répondrons donc plutôt à la fin de la présentation. Alors, concernant le support également, je le dis tout de suite, il sera téléchargeable juste après le webinaire. Et il y aura un replay aussi qui sera possible et qui sera disponible pour revoir le webinaire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les conduites addictives au travail, de quoi on parle ? Je trouve que c'est important de pouvoir définir la thématique. Alors souvent, on entend parler du thème des addictions dans le milieu du travail. C'est un terme qui est fréquemment utilisé. Or, de notre point de vue, c'est un terme qui est relativement restrictif puisqu'il se limite quand même à la notion de dépendance. Il fait l'objet de définitions plutôt dans le registre vraiment médical. Or, consommer une substance psychoactive ne signifie pas forcément être dépendant. On n'est pas forcément dans le registre de la dépendance. Et donc, pour le projet PrefCamp, donc prévention des conduites addictives en milieu professionnel, on a plutôt choisi de parler de conduites addictives pour en fait définir et prendre en compte l'ensemble des pratiques addictives qui correspondent plutôt à un mésusage de substances ou on va dire de comportements, puisqu'on peut aussi avoir des pratiques addictives qui sont plutôt liées à des comportements comme le jeu, par exemple. Donc si on doit définir ce qu'on entend par conduite addictive en milieu professionnel, de notre point de vue, ça évoque tout autant les problématiques liées à la sécurité, à la santé bien évidemment, ou à la performance de l'entreprise. Mais elle constitue aussi parfois une réponse de l'individu ou du collectif de travail à des conditions de travail qui peuvent être exigeantes. Par exemple, ça renvoie aussi pour nous les conduites addictives à tout ce qui concerne le dopage professionnel où on a besoin pour être efficace d'augmenter sa capacité de travail par exemple, ou à des phénomènes par exemple de besoin un peu d'anesthésie ou de récupération après des journées de travail difficiles. Donc pour nous, voilà, le terme de conduite addictive est plus large et renvoie à des choses plus complexes que le simple terme d'addiction. Concernant quelques chiffres, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez de nombreuses études qui sont réalisées là-dessus, en particulier la cohorte Constance, qui donne des chiffres très, très précis sur ces sujets, dont la dernière est parue en mars 2021. Ce qu'on peut retenir, c'est que les consommations, que ce soit alcool, tabac ou cannabis, concernent en majorité plutôt les jeunes, entre 18 et 35 ans, que tous les métiers sont concernés, peut-être contrairement parfois à certaines représentations. Alors, on retrouve certains secteurs d'activité qui sont peut-être plus représentés,
comme les métiers des arts et spectacles, l'hébergement-restauration, mais aussi l'agriculture, le transport, la construction, l'industrie. Et puis aussi les métiers en relation avec le public qui, dans la dernière cohorte Constance, d'ailleurs, fait l'objet d'une alerte peut-être un peu particulière, puisqu'il y a une augmentation des consommations pour les personnels qui sont en relation avec le public. On voit aussi que les femmes cadres sont concernées à plus de 10% par des consommations à risque d'alcool. Et qu'une prise de responsabilité a tendance à augmenter le risque de consommation. Donc, on voit se dessiner quand même là un lien entre consommation et travail. Et puis, le dernier chiffre est que 37% des actifs utilisent des outils numériques professionnels hors temps de travail. Donc là, on voit aussi les enjeux un peu de débordement dans l'utilisation des outils numériques, mais très en lien avec les enjeux de charge de travail. Donc, si on réfléchit en termes d'enjeux, de notre point de vue et de ce que les chiffres en disent, il y a des enjeux assez forts de prévention des risques quand on parle de prévention des conduites addictives, puisque des liens sont établis entre la consommation d'alcool et des accidents du travail graves, puisque les études montrent que les accidents de travail graves, le risque est multiplié par 2 dès lors qu'il y a une consommation chronique, on va dire, de travail. Et le risque d'accident de travail grave est augmenté aussi de 50% en cas alors d'API, c'est-à-dire d'alcoolisation importante, au moins une fois par semaine. Donc, on voit bien là qu'il y a des enjeux de prévention des risques qui sont importants, mais aussi, le projet PrevCamp, j'y reviendrai, a aussi vocation à traiter cet enjeu-là, des enjeux de prévention de la désinsertion professionnelle, puisqu'il y a un risque également aggravé de perte d'emploi en cas de pratiques addictives ou de conduites addictives, que ce soit du côté du tabac, de l'alcool ou du cannabis. Donc, vous avez les chiffres précis là dans le support, mais l'idée, c'est de dire agir sur la prévention des conduites addictives, c'est aussi agir pour prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien dans l'emploi des personnes qui pourraient être concernées par des consommations excessives ou en tout cas importantes en lien avec le travail ou sur le lieu de travail. Voilà, après vous avoir présenté donc un peu ce contexte, défini la notion de conduites addictives, on voulait vous dire quelques mots donc du projet PrevCamp, qui est développé par le réseau Anactaract, donc pour les années à venir. C'est un projet qui est soutenu par le Fonds de lutte des conduites addictives et donc qui est déployé en Île-de-France, pour l'ARACT Île-de-France, mais qui est déployé sur les autres régions, puisqu'il y a une ARACT dans chaque région, et qui est aussi piloté par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, c'est un projet qui vraiment vise à soutenir les actions des entreprises en matière de prévention des conduites addictives. Donc, quand je dis entreprise, c'est vraiment au sens large, puisque c'est un projet qui est ouvert aussi bien aux organisations privées que publiques et qui propose des modalités gratuites d'accompagnement sur les questions de prévention des conduites addictives en milieu professionnel. Donc, comme je vous l'ai exposé dans l'introduction, conduites addictives vraiment considérées au sens large, c'est la question des consommations de produits psychoactifs en lien, on va dire, avec le travail. C'est-à-dire qu'on s'intéresse tout autant aux consommations qui peuvent avoir lieu hors travail, mais qui peuvent avoir des conséquences pendant le temps de travail, sur le travail, mais aussi l'ensemble des consommations qui peuvent avoir lieu pendant le travail et qui, là aussi, vont avoir des conséquences à la fois sur la santé, en matière de prévention et sur le travail lui-même. Donc, les objectifs de ce projet, c'est vraiment de soutenir la mise en place de démarches qui combinent à la fois le soutien aux personnes, parce que l'idée, c'est évidemment de pouvoir venir
en soutien à des personnes qui pourraient rencontrer des difficultés par rapport à des conduites addictives, qui combine aussi des enjeux de maintien dans l'emploi, donc je l'ai dit, de prévention de la désinsertion, parce qu'on sait quand même que ça accroît le risque de perdre son emploi. Et enfin, évidemment, des enjeux de prévention collective durable en matière de gestion des risques, puisqu'on a vu aussi que la question des conduites addictives était quand même intimement liée à la question de la prévention des risques professionnels. Donc, toute l'idée du projet, c'est vraiment d'aider les structures à s'engager dans une prévention durable des conduites addictives. Alors, en signant la charte ESPER qui est portée par la MULDECA, M. Bardin pourra nous en dire quelques mots dans sa présentation, mais pas seulement. C'est-à-dire que la charte ESPER fait partie de l'ensemble des dispositions que l'on peut proposer, mais on propose des modalités d'accompagnement variées. Donc, il y a 3 principales modalités d'accompagnement dans le projet. Le premier niveau, qui est un niveau d'information-sensibilisation, donc de pouvoir informer sur la prévention des conduites addictives en milieu professionnel, au sens où on l'entend, c'est-à-dire des conduites addictives qui peuvent avoir un impact sur le travail, sur les risques professionnels, mais aussi qui peuvent peut-être, à un moment donné, être renforcées ou générées par des conditions de travail qui sont exigeantes. Et comme évidemment le réseau Enactaract, son cœur de métier, c'est d'agir sur l'amélioration des conditions de travail, c'est une entrée que nous utilisons, et nous allons toujours regarder les conditions de réalisation du travail et essayer d'interroger la façon dont cela peut se faire écho à des consommations ou des conduites addictives en milieu professionnel. Donc, les informations sensibilisation, elles peuvent être proposées à des entreprises, à des structures ou à des collectifs d'entreprises pour pouvoir, ne serait-ce que libérer la parole sur le sujet, être une première étape pour commencer à en parler dans un collectif de travail et pouvoir initier des échanges sur cette question, puisque le fait d'en parler est une première étape de notre point de vue extrêmement importante pour commencer à traiter le sujet. La deuxième modalité d'accompagnement, c'est un format plus atelier, club d'entreprise, auquel Brand France participe, où là, on est sur un collectif d'entreprises ou de services publics qui se réunissent à échéances régulières, donc à peu près une fois par trimestre, pour partager ensemble les questions qui se posent, les expériences tentées, les pratiques qui ont été mises en œuvre sur ces questions, avec d'autres structures. Donc, chacun vient avec la démarche qu'il a initiée, et l'idée, c'est vraiment d'avoir l'occasion d'un échange de pratiques sur ces questions et de pouvoir se nourrir de l'expérience des autres et aussi donner à voir sa propre démarche. Et la dernière modalité d'accompagnement sera, alors elle n'est pas encore mise en œuvre, mais ce sera la proposition d'une action collective où là, en fait, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin, vraiment dans la démarche de prévention des conduites addictives, de vraiment aller sur du sur-mesure et que l'ARACT puisse accompagner ce collectif d'entreprises, donc une petite dizaine d'entreprises qui pourraient vraiment tirer profit de l'expérience de chacun, et où il y aurait un accompagnement plus en profondeur pour vraiment pouvoir mettre en œuvre une démarche de prévention des conduites addictives, et centrée là aussi sur les conditions de travail, la prévention durable et la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc voilà, ce sont les 3 modalités d'accompagnement que le projet PrevCamp propose. Et ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'était d'entendre une entreprise qui a intégré justement le club d'entreprise et qui va pouvoir nous raconter comment ils ont mis en œuvre cette démarche de prévention des conduites addictives, un peu l'élément déclencheur, et puis ensuite comment ils ont intégré aussi le projet PrevCamp.
Donc pour ça, je vais donner la parole à monsieur Bardin. Je vous propose, Oui, monsieur Bardin, de commencer par la présentation de l'entreprise en quelques mots. Je vous passe la parole. oui, je partage. Eh bien, merci Élise. Donc, notre démarche de prévention des risques liés aux conduites addictives. Donc, Brand France, hop, hop, Brand France est une société de location de matériel du BTP. On est présent sur l'ensemble du territoire. On a une quinzaine d'agences en France et une agence au Luxembourg ainsi qu'en Suisse. On a 500 collaborateurs. On est spécialisé dans, certes, la location, mais on est aussi concepteur de notre matériel et monteur de matériel. C'est-à-dire qu'on est aussi sous-traitant pour des grands groupes du style Bouygues, Eiffage, Vinci, peu importe. On intervient sur tout type de chantier de BTP, c'est-à-dire à la fois des chantiers d'ouvrage d'art, tout ce qui est pont, viaduc, et des chantiers de bâtiments, les tours notamment à la Défense, ou des chantiers de bâtiments plus classiques de l'habitat, voire du second œuvre, parce qu'on a aussi de la location de nacelles. Voilà un peu notre entreprise. On est donc 500 collaborateurs, répartis sur l'ensemble de ce territoire, qui est la France. Voilà. Comment nous sommes lancés dans cette démarche de prévention des conduites addictives? Déjà, on avait un constat d'échec qui était que depuis de très, très longtemps, les démarches addiction existaient, mais elles se cantonnaient à des contrôles. Dans un premier temps, alcool, puis dans un deuxième temps, ont été intégrés des contrôles drogue. Et beaucoup, on avait des objectifs sur tant de tests réalisés, tant de communication réalisée. Et le résultat, c'est qu'en 2019, on avait 0 contrôle de réalisé. On avait des événements qui apparaissaient et c'était vraiment en dernière, comment vous dire? Il fallait un événement grave pour qu'on puisse s'en apercevoir. On a eu notamment en 2015 un accident mortel qui était pas lié, enfin, d'un de nos compagnons, mais qui était lié à un grutier qui était sous emprise de drogue. On a eu une énorme peur des contrôles, où en fait, on ne pensait pas à la prévention des addictions, mais on pensait au contrôle. Et donc les gens avaient peur de contrôle, avaient peur de perdre leur emploi. Et on était vraiment avec nos organisations et nos représentants du personnel sur un débat sur la forme, comme je dis, le contrôle, et non sur le fond. C'est-à-dire pourquoi nous devons traiter ces sujets des addictions et des conduites addictives. Et, en fait, le constat, par rapport aux différentes entreprises que j'ai pu intervenir, c'est que l'essentiel n'est vraiment pas de savoir si nous avons des personnes ayant des pratiques addictives, mais vraiment comment nous pouvons les aider. Ça, c'est déjà un des premiers postulats. Il faut arrêter de se dire est-ce qu'on en a ou pas? On en a obligatoirement. C'est-à-dire que quand on regarde les différents chiffres, je crois même que moi j'avais une statistique où on a 30% de la population française aurait une pratique addictive. Alors ça dépend, c'est tellement large, hein, Élise vous l'a présenté, que obligatoirement dans l'entreprise, on a cette situation-là. Et donc de ce constat, en fait, on dit: «Mais comment nous allons pouvoir y travailler?» Parce que vu ce qui existait avant, c'est-à-dire même des consultants intervenir, avoir des personnes qui, on a toujours des experts parce que ce sont soit d'anciens toxicomanes ou des personnes ayant eu des problématiques peuvent intervenir. Parce que certes, c'est intéressant parce que ça peut permettre une prise de conscience, mais c'est toujours ponctuel et c'est jamais suivi d'effet. Et donc, en fait, on a décidé de mettre en place une démarche vraiment collaborative. Parce que nous sommes dit que c'est nécessaire à notre évolution. On a un réseau de correspondants prévention, donc c'est 14 personnes composées d'assistants, de chefs de dépôt, de conducteurs de travaux, de chefs d'agence et des membres du CSE qui sont plus des collaborateurs de terrain, monteurs d'étaiements, monteurs d'échafaudage, techniciens SAV et bien sûr nos préventeurs. Et pour ça, pour accompagner ce groupe de travail, on a travaillé avec l'association Addiction France, où on a en fait redéfini
pour Brand France ce qu'était une démarche de prévention liée aux conduites addictives. Déjà, on a changé de nom parce que en fait, au tout départ, on était dans une démarche de lutte contre les addictions. Et on s'est dit, mais lutte contre les addictions, déjà, ça fait peur, le terme addiction. Et qu'est-ce qui permet à ce qu'on crée une meilleure adhésion vis-à-vis de l'ensemble de nos collaborateurs. Et on s'est dit, bah, on a une démarche de prévention des risques qui est très forte, parce que, comme je vous ai dit, on travaille beaucoup en hauteur, etc. On s'est dit, bah, on va essayer de changer le nom, plutôt de dire, bah, on va lutter contre les addictions. On va être sur une démarche, on l'avait sur la première diapo que je vous ai présentée, c'est une démarche de prévention des risques liés aux conduites addictives. Et en fait, c'est de dire que les différentes conduites addictives ont un impact sur nos différents risques. Et ça a été quelque chose d'important. Ça, c'était déjà la première des choses, parce que comme ça aussi, ça a permis au groupe de s'approprier le nom de la démarche et à mes collaborateurs. Et après, on a défini, en fait, quel était le sens, quel est le fond que l'on veut donner à notre démarche de prévention des risques liés aux conduites addictives. Et en fait, on s'est rendu compte que, en échangeant avec nos différents collaborateurs, le point vital de la démarche et on va dire le pilier, c'est quoi? C'est on veut accompagner nos collaborateurs vers une démarche de soins. Parce que comme je vous ai dit, on ne peut pas dire est-ce qu'on en a ou on n'en a pas, on en a, mais la majorité des personnes, déjà d'une, n'ont peut-être pas conscience de cette problématique liée aux conduites addictives, et deux, beaucoup nous disent bah, moi en fait je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas ce qui existe, j'ai un peu honte. J'ai déjà vous en parler, c'est compliqué. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, notre objectif, déjà, on va essayer de les accompagner vers le soin. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est les accompagner vers une prise de conscience des difficultés, de susciter l'envie d'en s'en sortir. Et ça, c'est en créant un échange, d'orienter vers des structures de soins. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé avec l'association Addiction France, parce qu'ils sont partenaires avec des XAPA, des centres sociaux qui permettent, qui ont des addictologues, des assistantes sociales, des médecins qui peuvent accompagner les personnes avec une problématique liée aux conduites addictives. Et ça nous permet en fait d'avoir un lien un peu plus rapide et de pouvoir mettre en relation nos différents collaborateurs. C'est d'avoir des personnes relais pour pouvoir justement écouter et pouvoir accompagner les personnes qui émettraient des questions ou une envie d'être accompagné pour sortir dans leur problématique de conduite addictive. Et un postulat qui était important pour justement sortir de cette notion de contrôle qu'on a vécu pendant très longtemps, c'était de se dire la sanction n'est pas que la règle. Et vous allez voir, en fait, on a décidé que la sanction était un outil et non, on va dire, une démarche de prévention en tant que telle. La plus grande difficulté que l'on ait eue, ça a été vraiment de lever les tabous et sortir du silence. Même lors des réunions avec nos différents correspondants de prévention, même plusieurs disaient mais est-ce qu'on est légitime? Et c'est souvent la question de la légitimité. Est-ce que moi, c'est sa vie privée? Et ça a été tout, en fait, toute l'organisation de cette démarche qui a été de dire la prévention des risques liés aux conduites addictives, nous sommes là pour parler des risques que vous prenez. Et donc, soit vous travaillez en hauteur, donc des fois nous avons des compagnons qui travaillent à plus de 20 mètres de haut. Certes, ils sont en protection collective, ou parfois c'est pas possible, donc ils sont avec des systèmes anti-chute. On leur explique que vous devez être à 100% de vos moyens et de votre vigilance, mais le fait de consommer des drogues ou de l'alcool peut entraîner une problématique au niveau de la vigilance. Et des mots comme ça, c'est assez simple, mais surtout, il a fallu identifier comment on allait le communiquer. C'est pour ça qu'on a fait une énorme campagne où 100% de nos collaborateurs, et je dis bien 100%, même notre direction générale, ont été sensibilisés à une formation qui a duré 4 heures sur qu'est-ce qu'étaient, on va dire, les conduites addictives, on va dire les différents produits qui existent. Et on a plutôt axé la communication sur le processus, comment nous pouvons malheureusement tomber dans un processus qui nous conduit à avoir des conduites addictives de plus en plus importantes et voire des fois dramatiques. Et surtout, derrière, c'est comment l'entreprise peut vous aider.
Et l'objectif était vraiment de libérer la parole. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, on a créé des relais addiction. Alors, ce sont des personnes qui sont 100% volontaires, qui avaient une appétence pour aider les collaborateurs, pour au moins renseigner les collaborateurs. Et le rôle de ce relais, c'est vraiment d'avoir un rôle d'information sur la prévention, un rôle d'échange avec une personne qui vient nous voir et se dit voilà, j'ai peut-être une problématique liée aux conduites addictives et j'aimerais en parler. Et au lieu que la personne, souvent dans les entreprises, la seule personne qu'elle peut aller voir, c'est son responsable hiérarchique. Et là, on imagine bien c'est compliqué parce qu'on se dit toujours comment il va le prendre, est-ce qu'il va me sanctionner et le fait de créer ces relais, qui ont été bien sûr formés, ça permet de créer un échange entre collaborateurs d'un même niveau et de pouvoir justement parler librement. Bien sûr, c'est sous discrétion, et ça, je définirai après le terme discrétion par la suite. C'est sous discrétion et ça permet d'échanger avec le collaborateur, de dire voilà, quelles sont tes problématiques. On se réserve aussi, enfin, ne se stoppe pas qu'à notre collaborateur. C'est-à-dire que même si on a eu des cas où notre collaborateur est venu nous voir pour lui parler d'une problématique familiale, qu'il avait des problématiques, notamment un collaborateur avec une de ses compagnes qui était sous l'emprise de l'alcool, malheureusement. Et on l'a mis en contact avec l'Exapa. On a essayé de les accompagner, justement pour leur donner ce facteur de protection qu'est l'entreprise. Et le relais a vraiment ce mot, c'est un relais. C'est-à-dire le relais, il n'est pas là pour suivre la personne, pour s'assurer qu'elle suit ou elle a rencontré l'Exapa, etc. Elle est vraiment là pour être un relais d'information, un relais de communication et d'être, on va dire, le facilitateur de pouvoir contacter un organisme pour pouvoir aider le collaborateur qui le demande. Et Monsieur Bardin, oui, pardon. non, ces relais addiction, c'était vraiment des gens de toute profession, sur tout le Toute profession. territoire. C'était vraiment sur la base du volontariat, peu importe. C'est volontariat, exactement. Là, j'ai des collaborateurs qui sont compagnons de terrain, j'ai des personnes de bureau d'études, j'ai des assistantes, j'ai des préventeurs qui sont portés volontaires, j'ai même un directeur d'agence qui s'est porté volontaire. Et bon, alors c'est toujours compliqué parce qu'il est directeur d'agence, mais il s'est porté volontaire. Mais oui, c'est vraiment on a voulu en fait, parce que toutes les démarches d'addiction enfin de lutte contre les conduites addictives, il faut que ça soit une démarche vraiment basée sur du volontariat, parce que on ne pourra pas forcer un collaborateur à se faire soigner, d'accord, s'il n'a pas envie, déjà d'une. Deux, on voulait être logique parce que le rôle de relais, des fois, il faut être formé à entendre ce qu'on va entendre. On a eu des problématiques avec un compagnon intérimaire qui, malheureusement, avait une vie terrible. Il était battu par son père, sa mère était alcoolique, il vivait un jour sur deux à l'extérieur dans la rue. Mais quand le compagnon vient nous voir, il faut être capable d'entendre et après de pouvoir l'orienter. Alors après, sur les collaborateurs intérimaires, nous, on se limite à les mettre en relation avec l'Exapa. Après, malheureusement, le suivi on l'a pas, on se renseigne plus avec l'agence d'intérim si ils ont un peu de suivi, etc. Mais nous, on va pas plus loin parce que c'est pas notre collaborateur. Et bien sûr, après, on met en relation donc avec les structures et ça, c'est vraiment important. Et le rôle des relais, ça permet aussi d'entretenir la connaissance et la flamme. Et parce que comme on les a dans chaque agence, c'est ça aussi qui est important, comme toute démarche de prévention. Une démarche de prévention, vous allez avoir beaucoup d'engouement au démarrage pendant un an. Tout le monde va être motivé. Et puis une fois que c'est mis en place, ça va commencer à s'essouffler. C'est-à-dire qu'on va commencer à être un peu moins rigoureux, à avoir peut-être un peu moins de communication, parce on est tous pris par une actualité parfois compliquée, sur d'autres risques. Et puis il y a tellement d'informations qui arrivent que on se dit les démarches s'essoufflent. Moi, j'ai vraiment connu dans mon ancienne entreprise où je suis resté 12 ans. On a eu un énorme engouement pendant 2 ans. Et
quand je suis parti après 12 ans, on n'en parlait plus. Et quand je dis on n'en parlait plus, on n'en parlait absolument plus. Et c'est là où l'intérêt des relais addiction, c'est-à-dire que nous, on les réunit une fois par an minimum, on travaille avec eux, on les réunit en présentiel une fois par an, après on les voit tous les 3 mois en visio, et l'objectif, c'est d'identifier de nouvelles communications, c'est de leur donner de l'information sur voilà, les nouvelles pratiques addictives, voilà des informations, notamment là, essayer de relayer tous les actions nationales. Là, il y a eu November, là, on va avoir le Dry January au mois de janvier. On essaye de travailler justement sur tous ces sujets, et c'est les relais addiction qui ont ce rôle-là. Et on a aussi travaillé avec Addiction France pour qu'une fois par an, on ait ce suivi sur le long terme, parce que on n'a pas envie de tomber dans cette problématique d'oublier, on va dire, après un certain temps de mise en place. Et comme je disais, donc la sanction n'est pas que la règle. Ça a été quelque chose d'important, parce que pendant les sensibilisations que l'on a pratiquées, on avait des situations parfois assez, comment dire, assez cocasse. On a des collaborateurs qui nous disaient que dès l'âge de 12 ans, ils avaient déjà eu un coma éthylique, qu'à 6 ans, ils commençaient déjà à boire leur premier verre de whisky. Et ils nous ont clairement dit que par rapport à la démarche, le fait qu'on axe plus sur on est là pour vous accompagner et vous aider, ils ont compris que la sanction, en fait, était plus un outil. C'est-à-dire que on a vraiment essayé d'organiser ça, c'est-à-dire que de dire qu'il n'y a pas de sanction, c'est une hérésie, parce que on a des obligations réglementaires, on a un règlement intérieur, nos délégateurs de pouvoir ont des responsabilités vis-à-vis de leurs collaborateurs, et la notion de sanction, on va dire réglementairement, et puis elle est importante. Mais on s'est dit que la sanction allait être un moyen pédagogique. Alors, je sais que parfois certains peuvent dire c'est compliqué, mais nous on le traite comme ça, c'est-à-dire que ça va permettre à la prise de conscience du collaborateur. Parce que vraiment, nous, ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup de collaborateurs sont dans l'expectative. On appelle ça dans la préconscience. C'est-à-dire qu'ils sont tout va bien. C'est-à-dire qu'ils ont une pratique, ils consomment, ils ont souvent, voire parfois, des conduites à risque, et ils ont un usage à risque, mais tout va bien, ça passe. C'est vraiment le terme, ça passe. Et le fait de parler, de dire, on fait les sensibilisations, et là, on constate que tu as peut-être un comportement un peu compliqué, on fait éventuellement un contrôle, et là, il s'avère que la personne est positive, et ça permet, et c'est le terme, de le confronter au mur des réalités. Parce que, effectivement, la personne qui est sous conduite addictive est dans son monde. Et quand je dis dans son monde, il est dans son monde à lui, tout va bien, justement, pour se persuader que tout va bien. Parce qu'il peut y avoir des situations, comme vous expliquez avec l'intérimaire, des situations très compliquées. Et donc, il se met dans ce monde. Et nous, l'entreprise, on doit l'aider. Et la sanction en fait partie. C'est-à-dire que ça permet en fait de lui faire comprendre, dire là, attention, ta pratique, elle commence à déborder sur l'entreprise, sur ton travail, et peut nuire à toi et à tes collègues. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé sur le long terme à ne pas sanctionner les collaborateurs qui veulent être accompagnés. Donc ça, c'est assez fort. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui vient en démarche librement en disant voilà, j'aimerais être accompagné, on s'engage à ce qu'il puisse faire cet accompagnement avec l'EXAPA, entre autres, qu'il puisse être, parce qu'on peut avoir une inaptitude temporaire parce que il a besoin d'avoir un traitement ou des choses particulières, on s'engage à le réintégrer à son poste de travail. Et en fait, ces critères-là, il faut le dire parce que ça permet de rassurer les personnes et de dire en fait, l'entreprise, elle n'est pas là juste pour me contrôler et elle n'est pas là juste pour que je fasse un travail pour qu'elle gagne de l'argent. En fait, elle est là aussi pour m'aider. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place. Et on fait ça sous discrétion. Alors, le terme discrétion, il est important parce qu'au départ, on disait anonymat. Bon, l'anonymat, c'est impossible, ça n'existe pas. Mais la discrétion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les personnes qui veulent être accompagnées, c'est-à-dire que ça reste entre le relais et cette personne. Le relais va les mettre en relation. Et bien sûr, la médecine du travail, parce qu'on travaille aussi avec les médecines, avec nos médecines du travail.
Et son responsable hiérarchique peut être informé par le relais en disant effectivement tel collaborateur m'a sollicité, donc on l'a mis en relation avec le médecin du travail. Il est possible qu'il ait des jours d'absence justifiés, etc. Et ça, c'est en fait une démarche. Et quand on dit discrétion, c'est qu'on ne va pas aller au-delà. On dit discrétion parce que on a eu aussi des cas où des collaborateurs venaient, et c'est toute la difficulté, c'est bon, je viens de voir, je dis rien à personne, hein, mais bon, ça m'arrive, je bois un peu le matin, je suis conducteur d'engin, je bois un peu le matin, mais t'inquiète, je gère. Est-ce que tu sais ce que je peux faire pour me faire accompagner? Et c'est là où c'est la difficulté. Parce que, la difficulté, c'est bien expliquer, c'est ce qu'on a fait pendant les sensibilisations, c'est de dire, mais si vous avez un poste comme un conducteur d'engin, où vous avez un lien direct avec d'autres collaborateurs, et si vous êtes sous l'emprise de quelconque substance, où il y a un problème de prévention des risques, pour un danger pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même, à un moment, on sera obligé d'alerter le responsable hiérarchique et de dire, voilà, tel collaborateur est venu me voir, il a telle problématique, je pense que ce poste-là, ça risque d'être compliqué. Et là, c'est un travail où notre service RH a aussi été formé par Addiction France sur toutes ces démarches d'addiction et notamment de communication quand on a une personne, entre guillemets, suspicion de conduite addictive en face de nous, et de pouvoir échanger avec cette personne pour une prise de conscience, ces prises de rendez-vous avec la médecine du travail, et notamment pour déjà juger l'aptitude à pouvoir conduire, et après, bien sûr, tout l'accompagnement. Et on a aussi le dernier cas, c'est... pardon. Et donc, les personnes qui veulent être accompagnées, si c'est suite à un contrôle, on va avoir une sanction, entre guillemets, qui va être graduée. C'est-à-dire que la personne qui est contrôlée va avoir un entretien avec le service RH, avec un nom d'entretien qui est toujours, que j'apprécie et qui est toujours assez terrible, qui est un entretien préalable à sanction pouvant conduire jusqu'à licenciement. Donc, quand vous dites ça accompagnant, tout de suite, ça fait un petit peu peur, mais c'est le terme juridique. Et c'est là où il faut dédramatiser la chose. Et en fait, le but de cet entretien, c'est qu'en fait, le service RH va leur proposer un accompagnement. Cet accompagnement, comme je dis, doit être volontaire. Cette personne va avoir rencontré les médecins du travail. Et en fait, la sanction va être vraiment graduée. C'est-à-dire que là, en disant au collaborateur, on passe un contrat. Si tu fais le suivi, tu es accompagné et que tu arrives au terme de l'accompagnement par l'EXAPA, la sanction elle sera minorée avec peut-être juste une lettre de rappel au règlement intérieur. Et par contre, si tu ne suis pas la démarche, l'accompagnement sur lequel tu t'es engagé, la sanction ira à une sanction disciplinaire peut-être plus importante. C'est important. On voit bien, Monsieur Bardin, que donc la sanction, c'est quelque part, c'est le cadre que vous posez, le cadre oui. Bien définir les choses. Oui. Mais au-delà, vous avez mis en place une vraie politique de prévention qui va effectivement chercher dans différents registres tout à fait. Les actions. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que exactement. En fait, comme je dis, effectivement, la sanction, comme je dis, c'est en France par rapport à la réglementation, on a toujours les délégataires de pouvoir, ça a été toujours la première action, c'est de dire on est persuadé que si on sanctionne, les personnes feront derrière. Effectivement, comme je dis, avec les correspondants prévention, la sanction est vraiment un outil et c'est tout. Et c'est-à-dire le contrôle, c'est pareil, c'est juste un outil. Notre objectif, nous, c'est pour vous dire, nous, quand on fait des contrôles, là, on va faire un contrôle collectif et on prévient les gens, on les prévient un mois à l'avance. L'objectif n'est absolument pas de détecter quelqu'un. Et c'est là où la chose est importante, c'est que notre objectif, c'est la prise de conscience. Et effectivement, si quelqu'un, et de toute façon, on le sait très bien, les personnes qui ont des problématiques, qui commencent à prendre conscience, soit vont tout de suite venir voir les relais addiction, soit elles ne seront pas présentes, soit l'addiction est tellement importante, la conduite addictive est tellement présente que même s'il y a un contrôle et qu'ils le savent, ils auront une problématique à ce moment-là. Et donc, nous, on pourra les accompagner. Et notamment, dans notre politique, en fait, on a vraiment essayé de l'axer sur trois grands pans que tout le monde connaît, la prévention primaire, secondaire et tertiaire. On est vraiment d'abord sur une démarche de communication. Donc, avec toutes les sensibilisations que l'on a fait, on a des flashs mensuels tous les mois où obligatoirement il y a un sujet addiction qui est abordé. On crée des moments d'échange
Là, on a notamment, on a fait une journée sécurité où on essaie d'intégrer l'addiction dans une démarche de prévention des risques. C'est-à-dire que cette année, on a fait tout ce qui était risque routier. Et on a parlé des addictions dedans. Ça permet en fait de dédramatiser le sujet. On a parlé de tout ce qui était prévention donc secondaire. C'est en début de l'émergence, c'est-à-dire que on a peut-être des pratiques qui commencent à être problématiques. Et c'est là où on doit améliorer les échanges. C'est là où justement les contrôles, ça va permettre juste à un moment à certaines personnes de prendre conscience, de dire ah oui, là peut-être que mon comportement va un peu loin. Et après, bien sûr, en prévention tertiaire, c'est surtout là où nous on travaille, c'est la personne et le risque est installé, c'est-à-dire que la personne est là, et c'est là où nous on va jusqu'à accompagner jusqu'aux soins. Et on va essayer de faire ça sur le long terme parce que ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui est en gros qui a une problématique d'alcool, c'est pas comme une cure et 2 minutes après c'est fini. On sait qu'il y a des moments, ça va monter, ça va redescendre. Il y a des moments, ça va très bien se passer. Il suffit qu'au niveau personnel, il y ait une autre problématique qui apparaisse et hop, on peut avoir un redémarrage en fait des pratiques de consommation d'alcool. Et en fait, nous on le sait, on a formé nos managers sur le sujet et le but, c'est d'essayer de les détecter au plus tôt. Et donc, c'est pour ça, c'est en créant ces échanges, ça nous permet en fait de détecter ces sujets en priorité. Donc, c'est vraiment d'être dans une Voilà. approche collective Oui. pour libérer la parole, en fait, Exactement. et que les personnes s'autorisent à parler. Peut-être avant de passer à Préfcamp, quel rôle vous avez donné aux élus du personnel, au CSE dans votre démarche ? Alors, tous nos élus étaient donc intégrés à notre groupe des correspondants, hein. C'est-à-dire qu'ils ont émis les avis, ils ont travaillé sur le fond pour déterminer notamment sur la sensibilisation. On a travaillé ensemble sur le déploiement parce que même eux, ils y tenaient par rapport au terrain, comment on allait pouvoir libérer les collaborateurs pour pouvoir échanger. Et en fait, mes élus étaient aussi mes premiers relais. C'est-à-dire que c'était les premiers à dire, voilà, cette démarche, c'est pas qu'une démarche comme les autres, entre guillemets, où on nous présente quelque chose, puis derrière, on nous sanctionne. Là, l'objet, c'est on va nous aider pour aller jusqu'aux soins. Et donc, même eux, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir les retours du terrain. Et donc, ils ont été aussi assez moteurs sur ça, c'est savoir comment c'est apprécié sur le terrain, quels sont les sujets. Et donc là, ça a été vraiment un rôle très important de nos membres du personnel. Très bien. Voilà. Et oui, effectivement, Oui. pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le projet Préfcamp, votre participation à ce club d'entreprise ? Oui, donc effectivement, pour la genèse de tout ça, on était on a fait la présentation de notre démarche via Addiction France à Préventica sur Lyon en 2021, si je ne me trompe pas, et en 2020, pardon, en 2020, et effectivement, j'avais rencontré des personnes d'Addicted et on avait échangé et on m'avait parlé justement de cette charte ESPER. Madame Courceau m'avait contacté et pour savoir si on aimerait adhérer à la charte. Et en fait, en lisant la charte, ça correspondait exactement à ce que nous, on mettait en place et ce qu'on voulait faire. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que et je le dis, c'est un partage d'avis d'expérimentateurs éclairés. Parce que il n'y a pas de vérité sur les addictions. Il n'y a pas de tous ceux qui disent il faut faire ça et c'est comme ça. Ça n'existe pas. On gère de l'humain et on sait très bien que l'humain est complexe. Et l'avantage, c'est que là, on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on a ce réseau qui nous permet d'échanger, qui nous permet de se confronter à voilà, moi j'ai mis en place telle démarche, oui, moi aussi, moi ça n'a pas marché, voilà peut-être ce qu'il faudrait que tu fasses. Et vraiment, ça nous permet de susciter l'envie d'agir plutôt que trop réfléchir. Parce que moi, en tant que préventeur, j'en suis le premier, on va toujours penser aux tenants, aux aboutissants, à 10 coups d'après pour essayer de se dire est-ce que c'est bon, j'ai tout environné, je peux y aller. Et en fait, en termes d'addiction, je pense que il faut tester. Si on a une conviction et qu'on se dit, voilà, les addictions, on peut le traiter, on peut travailler avec nos collaborateurs pour gérer ce sujet, on peut essayer de faire des choses. Et c'est vraiment l'importance. Et ce qui est bien, c'est que vous avez dans ce réseau énormément de tailles d'entreprises différentes. Vous voyez, moi j'ai 500 collaborateurs, on a la PHP, ils sont plus de 100 000, on a EDF, on a Auchan, on a des entreprises beaucoup plus
petite. Et du coup, ça permet vraiment de se confronter entre voilà ce qui a marché, voilà ce qui est plus difficile dans le déploiement. Et donc, c'est vraiment un échange de bonnes pratiques. Et ça, c'est vraiment un plus. Et ça, c'était vraiment. Et après, dans notre démarche, pour nous, c'était important aussi de démontrer que notre engagement, Patrick Sebag, qui est notre directeur général, France, ça lui tenait de dire, voilà, nous, en fait, on veut pas que ce soit que des mots, on veut s'engager avec ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment été adhérents. Et ça a permis, en fait, aussi, et ça, c'est assez nouveau, de faire une démarche un peu générale avec nos représentants du personnel. Parce qu'en fait, on va dire un prérequis, c'est d'essayer de participer, entre autres, à l'atelier d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a le responsable de la démarche, plus un représentant du personnel. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permet de confronter, c'est pas que le directeur prévention qui fait sa petite popote dans un coin et essaye d'échanger avec d'autres préventeurs. Là, c'est vraiment à la fois des représentants du personnel, des représentants des entreprises, et ça permet d'échanger. Et donc ça, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Et peut-être un dernier mot avant de passer aux questions. Est-ce que on parlait un peu de l'approche organisationnelle. Enfin, est-ce que sur le fait d'interroger un peu comment les pratiques addictives peuvent s'inscrire dans le travail, dans peut-être des pratiques un peu de métier ou en lien avec les conditions de travail, est-ce que c'est des choses que vous avez commencé un peu à questionner au sein de Brand France dans votre démarche? Alors, oui, on commence. On est en train on est au démarrage, en fait, de toutes ces questions-là, avec nos managers surtout. C'est pas toujours évident. Nos managers ont beaucoup de questions parce que en ce moment, on vit une période qui est compliquée avec une pénurie de matériel, pénurie de main-d'œuvre. Et il y a beaucoup de questions, effectivement, sur comment on peut faire pour essayer d'apporter un peu plus d'aide. Et nous, on est au démarrage par rapport à ça. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets. Je pense que ce qui est intéressant, ça, j'en ai pas parlé, depuis le début de ce qu'on a lancé, on a accompagné 5 personnes. D'ailleurs, on va avoir un compagnon qui va témoigner, qui a accepté de témoigner à visage découvert, du moins accepter de témoigner en disant voilà, j'ai été accompagné, ça m'a permis expliquer un peu la genèse, parce que c'est toujours pareil, c'est pour essayer de convaincre au maximum nos collaborateurs. Quand c'est quelqu'un qui vient de la direction, quelqu'un qui est un représentant de l'entreprise, c'est toujours entre guillemets, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alors que là, si c'est un collaborateur, un opérateur terrain, un collaborateur du terrain qui échange avec d'autres collaborateurs du terrain, ça, c'est vraiment un plus. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important. Et voilà. Mais effectivement, et puis toute la démarche que vous avez construite, la réelle politique, permet sans doute aussi d'aborder ces questions et ce lien avec le travail, même si ça reste des questions extrêmement complexes, comme vous l'avez dit, de façon plus aisée, parce que vous avez déjà travaillé la question et vous avez libéré la parole là-dessus. Exactement. En fait, c'est le message que je peux passer, c'est le réglementaire est important, je l'entends, mais en fait, il faut sortir du réglementaire. C'est-à-dire que le réglementaire, on arrivera toujours à trouver une solution derrière. Ok. Il est nécessaire, mais voilà, ça ne doit pas être le seul point d'entrée de la démarche addiction. Au contraire, c'est plutôt un support de notre démarche addiction. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bardin, de nous avoir partagé tout ça. Je vous propose qu'on passe aux questions qui sont nombreuses. Alors, vous avez répondu à la question, mais est-ce que vous pouvez peut-être préciser comment vous avez associé les médecins du travail, comment ils sont associés dans la démarche, interpellés? On avait une question. Alors, effectivement, les médecins du travail, nous, sur le territoire, on a 15 médecins du travail. On les a informés déjà, c'est-à-dire qu'on a fait des sensibilisations aussi de nos médecins du travail pour leur expliquer la démarche, pour dire voilà où on veut aller, comment on veut le faire. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que nos médecins du travail sont très pris. Selon certaines régions, il y en a très peu, donc c'est assez difficile d'avoir de la disponibilité. Mais déjà, on leur a présenté la démarche
Et mes collaborateurs préventeurs en local essayent d'entretenir ce réseau de médecine du travail, justement pour leur expliquer voilà ce que l'on va faire. Quand on a une problématique avec un collaborateur, on en a eu dernièrement, en fait, c'est le relais addiction qui, avec le préventeur, qui vont appeler le médecin du travail, qui vont solliciter une visite médicale à l'intention de l'employeur, pardon, et pour justement accompagner. Et après, c'est beaucoup d'échanges en fait avec le médecin du travail. Et on essaye de les intégrer au maximum dans toutes nos démarches. Et donc, tous les ans, on essaye de faire une convention, enfin du moins une explication de voilà où on en est. Donc là, normalement, la prochaine sera tout début 2023. Et pour essayer d'entretenir la flamme, c'est le cas de le dire. Mais c'est pas toujours évident. Voilà, j'ai vu le réseau que l'on a. Il y a certaines régions qui sont vraiment en pénurie terrible de médecins du travail. Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où, en fait, dans notre démarche, on a intégré le médecin traitant aussi. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à avoir un contact avec le médecin du travail, on demande aux collaborateurs si on peut solliciter son médecin traitant pour que justement il puisse échanger. Et parce qu'il faut quelqu'un, parce que nous on n'est pas médecin et il y a un secret médical, on n'a pas à savoir. Par contre, on doit se faire aider par des médecins et surtout le collaborateur. Donc c'est à nous d'essayer de créer ce lien. Après, on s'arrête à un moment où jusqu'où le secret médical, on va dire, intervient. Oui, commence. C'est-à-dire que C'est ça. c'est un travail plus de mise en lien des acteurs, de coordination, mais après, effectivement, tout l'aspect soin appartient aux collaborateurs et on conserve le secret médical, effectivement. Effectivement. Très bien. On a une remarque à laquelle vous avez, me semble-t-il, aussi un peu répondu. Lorsqu'on entame une démarche de prévention, il faut supposer que dans notre effectif, nous avons forcément des personnes concernées sans savoir si c'est vraiment le cas. Vous, ça a été votre postulat, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément à chercher à savoir combien, qui, Non. etc., mais plutôt partons du principe qu'on en a, c'est la question qu'on souhaite les aider, et en fait, c'est plutôt une démarche comme ça volontariste. Effectivement. Et en fait, c'est une démarche volontariste. Et le fait d'essayer de savoir combien on en a, clairement, c'est très compliqué parce que en fait, il y a des addictions qu'on ne soupçonne pas, notamment sur les écrans. Clairement, vous n'allez pas trop le voir, même sur le lieu du travail. Éventuellement, il va être sur son téléphone, mais si c'est un cadre, qu'il soit sur son téléphone ou sur son écran, c'est son travail. Mais peut-être qu'il est en train de faire autre chose et ça, on ne le voit pas. Et il faut bien se dire, dans notre démarche, on va pouvoir accompagner des personnes, et ça, c'est une chose qu'il faut bien intégrer, c'est-à-dire que notre démarche, il y a des personnes qui vont adhérer. Ça va être très bien. On a des personnes qui vont en prendre conscience, qui vont dire, tiens, pourquoi pas. Il y a des personnes, parce qu'on a aussi des lieux d'affichage où on a mis tous les contacts, ou qui vont aller directement prendre contact sans passer par nous, et ça, on ne le verra pas. Et aussi, on va avoir des personnes qui vont adapter leur addiction. C'est-à-dire que c'est un gros échange qu'on a eu avec Addiction France. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont se dire, moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils veulent faire. Je sais qu'il y a des contrôles, donc moi, je vais consommer de manière à ce que ça ne se voit pas. Et ça, on ne pourra pas le voir. Et ça, il faut l'accepter. Alors, c'est parce que notre démarche est à terme prévention et volontariste. Si on commence à essayer d'empiéter sur les sujets, commencer à empiéter sur la vie privée, entre guillemets, on va avoir une opposition et puis du coup, on n'est plus dans notre rôle. Oui, et puis ça reste quand même sur la question du milieu professionnel, de toute façon. Exactement. Et on est sur le milieu professionnel. Effectivement. Il y a une question sur comment mesurer concrètement l'impact d'une telle démarche dans l'entreprise. Alors, moi, j'aurais envie de donner après, vous pourrez compléter, M. Bernard, quelques éléments, c'est-à-dire que de mon point de vue, la question de la mesure ou de l'évaluation va dépendre un peu de l'objectif qu'on se donne. Et en fait, les indicateurs, ils sont à trouver en fonction des objectifs qu'on s'est donnés, c'est-à-dire que typiquement, un de vos objectifs premiers, c'était de lever le tabou, de libérer la parole. De mon point de vue, par exemple, un indicateur tel que le nombre de sollicitations sur ce sujet pourrait être un bon indicateur, alors qu'on pourrait avoir l'impression que si on a beaucoup de sollicitations, c'est que c'est une mauvaise nouvelle. Pour autant, là encore, si on se dit que la question est présente et que l'enjeu, c'est plutôt d'en parler,
Ça me paraît être un bon indicateur que de prendre ça. Et après, effectivement, si on est plus sur des enjeux autour de vraiment de la prévention des risques purs, ça peut être des indicateurs autour du nombre de contrôles, ce genre de choses, mais que vous aviez déjà mis en œuvre avant. Oui, mais qu'on a abandonné. Clairement, savoir le nombre de contrôles, comme je dis, nous, il y a pas d'intérêt. Effectivement, nous, on va avoir plutôt un indicateur qu'on suit avec les RH, c'est, le nombre de personnes qui sollicitent un accompagnement. Mmh. Et l'objet, c'est, vraiment d'essayer d'avoir un suivi sur le long terme. Mais, pour l'instant, on a eu un indicateur sur le déploiement, c'est-à-dire le déploiement des sensibilisations, et cetera, sur les formations, les personnes formées en relais. Mais ça, on va dire, c'est de l'indicateur de déploiement basique. Et pour l'instant, on ne veut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'on est plutôt, encore, je veux dire encore en déploiement, mais peut-être qu'on sera en déploiement constant. C'est-à-dire que je ne souhaite pas avoir un nombre de contrôle, parce que du coup, on risque de retomber dans nos travers et c'est ce qu'on ne souhaite pas pour l'instant. Donc, Mmh. parce que c'est compliqué même de mettre un indicateur de performance, puisqu'on en parle souvent, sur les conduites addictives. Là, Mmh. j'ai beaucoup plus de mal. Mmh, bien sûr. Alors on a quelques questions peut-être sur les sanctions voilà, mais j'ai l'impression que vous avez quand même répondu, c'est-à-dire quelles sanctions en cas de contrôle positif, comment ne pas sanctionner si un collaborateur se met en danger ou met en danger ses collègues. Vous l'avez évoqué, hein, sur la gradation, des sanctions, me semble-t-il. Mmh. Vous l'avez Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, un collaborateur qui est sous l'emprise, de l'alcool, par exemple, ou, d'un produit stupéfiant, qui est contrôlé, heu, en fait, la sanction, ça va être, déjà, il a son entretien. Lors de cet entretien, alors, si c'est selon la gravité, il peut y avoir déjà eu une mise à pied, conservatoire, parce que si c'est quelque chose, notamment un conducteur d'engin, le temps d'avoir l'entretien, alors si on a de la chance, on le fait le même jour, mais des fois, il y a quand même des délais, administratifs à respecter. Donc il peut y avoir une mise à pied, conservatoire, qui est déjà une sanction, forte, d'accord? Et pendant l'entretien, en fait, c'est là où on va définir le fond et c'est, et parce que c'est là où on peut pas généraliser. Ça va être du cas par cas, parce qu'on va avoir des personnes, qui vont, et il faut aussi l'accepter. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des personnes qui vont se confier parce qu'ils ont une situation, personnelle compliquée, et qui en fait, c'est un appel à l'aide et là, on peut les aider et effectivement, on graduera la sanction et on va avoir des personnes qui vont, solliciter un accompagnement et qui ne voudront pas le faire. C'est-à-dire que c'est juste pour éviter une sanction plus grave et comme en fait on fait un suivi sur le long terme et c'est un contrat qu'on a avec eux, on se réserve le droit de sanctionner de manière plus importante par la suite. Et après et que je vous dis, c'est vraiment du cas par cas et c'est là où, il est important de former, vos services de ressources humaines parce que, on peut pas gérer un cas d'addiction comme un cas d'une faute liée à la sécurité classique. C'est-à-dire qu'il faut, prendre en compte la situation de la personne et bien évidemment, le but, c'est de protéger la personne et les collaborateurs d'à côté. Et surtout après, il faut être juste. C'est que, effectivement, un collaborateur, qui est sous l'emprise de l'alcool, et qui, prend des risques, bah, il doit être sanctionné et donc ça, il faut l'expliquer, il doit être sanctionné. C'est pour ça que je dis, c'est pas que la règle. C'est-à-dire que Mmh. la sanction ne doit pas être parce que moi, j'ai connu par le passé, contrôler positif, quoi qu'il arrive, c'était licenciement. Quoi qu'il arrive Mmh. et peu importe la situation de la personne. Et cette situation-là, ça a engendré que, les personnes derrière, ne voulaient pas enfin n'écoutaient plus, le message, libérer la parole, il y en avait plus, et donc ça a été beaucoup plus compliqué derrière. Mmh. Tout à fait. Alors après, j'ai des questions. Effectivement, le développement du télétravail complique la détection. Oui. Alors ça, c'est effectivement une remarque intéressante, mais qui, de mon point de vue, là, on touche vraiment les enjeux, quelque part, organisationnels, liés au télétravail. C'est-à-dire que c'est comment on maintient un collectif de travail, comment on maintient une relation, entre le manager et son équipe, en télétravail à distance et quelque part, là encore, la question des conduites addictives,
on va dire, va avoir un effet loupe sur d'éventuelles problématiques de distanciation du collectif, de comment on se tient un peu au courant et comment on peut savoir comment vont les gens au travail quand on est à distance. Mais ça peut être une clé d'entrée. Par exemple, la question du télétravail et du travail à distance pour aussi questionner comment ça peut avoir des répercussions sur les consommations et parce qu'on sait que c'est vrai que pendant la crise Covid, il y a pu avoir une augmentation de certaines consommations aussi. Et là, ça rejoint pour moi vraiment aussi les enjeux du travail et du contenu du travail. Ensuite, oui, alors on a beaucoup de questions et je vois qu'on en est à l'heure. Alors, il y a une question sur PrefCamp, donc pas d'action collective actuellement. En fait, alors c'est en préparation, c'est-à-dire que ça va démarrer pour 2023, un peu dans les étapes. En fait, il faut contacter l'ARACT, donc ça dépend dans quelle région vous êtes, mais il faut contacter l'ARACT qui est de votre région. Et ensuite, vous pourrez intégrer le club d'entreprise et ensuite passer sur le format action collective si c'est ce format-là qui vous intéresse. Alors, et après, il y a beaucoup d'autres questions. Consiste cette notion est-il prévu dans le dispositif le déclenchement possible de contrôles ciblés individuels? Bon, ça, je pense que vous avez répondu sur les contrôles quand même, vous en avez largement parlé. Oui, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Donc, voilà, je vous propose qu'on en termine là. Je vous remercie encore, Monsieur Bardin, de nous avoir Merci à vous. ce témoignage. Et puis donc, le replay du webinaire ainsi que le support seront disponibles juste après cette séquence. Merci beaucoup. Merci.